Il croyait que mes identifiants étaient la clé du génie. Ce qu'il ignorait, c'est que j'avais déjà changé les serrures. Demain, devant notre plus gros client, il présentera ce qu'il pense être une stratégie brillante. Ce qu'il ne sait pas, c'est que chaque diapositive, chaque graphique, chaque chiffre s'effondrera à la première question pertinente. Et je serai là, assise au premier rang, à regarder son univers imploser. Je m'appelle Élise Dubois, j'ai 34 ans et je suis stratège senior en analyse de données dans l'un des plus grands cabinets de conseil de Paris. Depuis 7 ans, je suis l'architecte silencieuse derrière des projets qui ont rapporté des millions à l'entreprise. Mes collègues me disent fiable. Mes évaluations annuelles louent mon souci du détail. Mais la même phrase revient chaque année. Élise doit travailler sa stature de leader. C'est le jargon de l'entreprise pour dire « elle fait le travail, mais on ne l'imagine pas diriger ». Je sais ce que c'est que d'être invisible. J'ai vu des analystes juniors présenter mes modèles au conseil d'administration. J'ai vu des managers s'approprier mes analyses en mettant leur nom sur les présentations. J'ai passé des nuits au bureau à réparer des catastrophes que personne d'autre ne pouvait résoudre, pour ensuite voir quelqu'un d'autre sourire et récolter les lauriers. La vérité, c'est que je l'ai compris il y a longtemps. Quand on est invisible, on voit tout. C'est comme ça que je l'ai vu, lui, Louis Fournier, 28 ans, diplômé d'une grande école de commerce. Costume onéreux, montre de luxe et cette arrogance tranquille de ceux à qui l'on n'a jamais rien refusé. Il avait une qualification qui éclipsait toutes les autres. Il était le fils unique du PDG. Et dans un cabinet comme le nôtre, c'était plus puissant qu'un doctorat, plus précieux qu'une décennie d'expérience. Quand Louis nous a rejoints, ce n'est pas passé par les RH. C'est arrivé un lundi matin, lorsque notre PDG l'a annoncé avec fierté. Mon fils prendra un rôle de direction sur nos comptes les plus critiques. Il représente l'avenir de l'entreprise. L'avenir, ce mot m'a piqué, parce que je savais ce qu'il signifiait. L'avenir, c'était Louis sous les projecteurs et moi dans l'ombre, m'assurant discrètement que son piédestal ne s'écroule pas. Notre plus gros client cette année était le groupe Valmont, un contrat à 45 millions d'euros pour reconstruire leur infrastructure de données commerciales. Le genre de projet qui définit une carrière. Le genre de client qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Naturellement, je m'attendais à être enfoui dans les aspects techniques comme d'habitude, à faire le gros du travail pendant que Louis sourirait pour les photos. Et j'avais raison. Dès son premier jour, Louis a été un ouragan. Il ne demandait pas, il exigeait. « Élise, envoie-moi l'analyse de l'attrition trimestrielle. »« Élise, il me faut les projections de revenus pour midi. » Pas de s'il vous plaît, pas de merci. Juste une évidence. Et quand il transférait mes rapports, mon nom disparaissait. Sa signature apparaissait en bas. Au début, j'ai pris sur moi. J'avais déjà joué à ce jeu. Mais ensuite, il a franchi une ligne. C'était un jeudi après-midi, vers 17h, quand Louis est entré dans mon bureau sans frapper. Il s'est appuyé contre l'encadrement de la porte comme si l'endroit lui appartenait. « J'ai besoin de tes identifiants pour le dossier Valmont », a-t-il dit. Pas demandé, dit. J'ai marqué une pause. Ce sont mes fichiers de travail, Louis. Ils ne sont pas prêts à être montrés aux clients. Il a balayé ma remarque d'un geste de la main, comme s'il chassait une mouche. J'ai juste besoin de quelques visuels pour une présentation que je prépare. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Envoie-moi le mot de passe. Et il est parti comme ça, laissant flotter son parfum de luxe dans l'air. Je suis restée assise, les yeux fixés sur mon écran. 7 ans de mépris me sont remontés à la gorge. Combien de fois m'avait-on dit que je n'avais pas l'étoffe d'une dirigeante, tout en regardant des leaders comme Louis, incapables d'expliquer une seule formule, s'attribuer mon travail. Quelque chose a basculé en moi ce jour-là. Pas de la rage se consume trop vite. C'était quelque chose de plus froid, de plus aiguisé, du calcul. J'ai ouvert un nouveau dossier, Valmont-final-ED. Mes initiales à la fin, assez subtiles pour être ignorées. À l'intérieur, j'ai commencé à façonner un tout autre type de livrable. Pas des mensonges, non, ce serait trop grossier. J'ai plutôt construit des analyses qui semblaient parfaites à première vue, mais qui étaient catastrophiquement fausses sous un examen attentif. Un modèle de rétention client avec des formules inversées, une projection de revenus basée sur des taux de change obsolètes, une stratégie de segmentation tirée de données démographiques que Valmont n'avait pas ciblées depuis une décennie.
Beau en apparence, fatal en réalité. Ensuite, j'ai sauvegardé les vraies versions, propres, correctes, irréfutables, dans un dossier séparé et sécurisé, avec toute la documentation, les pistes d'audit et les horodatages. Si Louis voulait mes identifiants, je les lui donnerais. Et je lui donnerais exactement ce qu'il méritait. Quand son email est arrivé, envoie-moi tes identifiants au plus vite, ma réponse a été courte. Les voici. Les fichiers dont tu as besoin sont dans Valmont-final-ed. Envoyé. Le piège était tendu. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai regardé Louis présenter mes fichiers empoisonnés lors de réunions internes, se vantant des perspectives qu'il avait développées. Sa voix était assurée, son sourire inébranlable. Je suis restée silencieuse, hochant la tête en signe de soutien, documentant chaque faux pas. Chaque affirmation qu'il faisait le liait un peu plus au mensonge. Chaque compliment qu'il recevait des directeurs alourdissait d'autant sa chute à venir. Demain, il entrera dans la salle de conférence de Valmont, vêtu de son costume à 3000 € et de la confiance de son père. Il projettera mes fichiers corrompus sur un écran qui vaut plus que ma voiture, et il promettra l'impossible. Et moi, je serai assise au premier rang, mon porte-document en cuir sur les genoux, contenant chaque analyse réelle, chaque horodatage, chaque preuve. En attendant, la beauté d'un piège, c'est que la victime le déclenche elle-même. Le lendemain du jour où j'ai transmis mes accès, tout le bureau semblait graviter autour de Louis. Il se pavanait dans les couloirs comme s'il était né pour les posséder. Poignée de main, sourire facile, cette confiance polie que l'argent achète et que l'éducation renforce. Les gens se penchaient quand il parlait, riaient à des blagues qui n'étaient pas drôles, approuvaient des analyses qui n'étaient pas les siennes. J'observais de loin, invisible comme toujours. C'était mon don, en fait. Être invisible signifie que vous pouvez étudier les gens d'une manière dont ils ne peuvent pas vous étudier. Et ce que je voyais chez Louis, ce n'était pas de la brillance, mais de la bravade. Il connaissait le langage du leadership, les grands mots, les gestes assurés, mais pas la substance qui se cachait derrière. Le premier test a eu lieu 1 semaine plus tard, lors d'une réunion d'équipe. Louis a présenté mon modèle de rétention, l'un des fichiers empoisonnés que j'avais créé. À l'écran, les graphiques brillaient dans les tons bleus et verts de l'entreprise, avec des flèches pointant vers le haut. Il s'est éclairci la gorge, sa voix portant avec autorité. Notre analyse montre un changement radical dans le comportement des clients. Les taux de rétention semblent bien plus bas que prévu, ce qui signifie que Valmont a des opportunités urgentes de réengager ses clients premium. J'ai failli sourire. Cette seule phrase contenait une bombe à retardement. De l'autre côté de la table, Sarah, du pôle analytique, a froncé les sourcils. « Tu en es sûr ? Je pensais que la rétention s'améliorait, pas qu'elle chutait. » Louis lui a offert un sourire qui aurait pu être répété devant un miroir. Parfois, les données nous obligent à remettre en question nos certitudes. C'est pour ça que Valmont nous a engagés, pour apporter un regard neuf. La salle a acquiescé. Personne n'a insisté. Pas encore. Mais j'ai noté l'instant. Un jeudi matin. Chaque jour, Louis puisait plus profondément dans le puits empoisonné. Il me transférait des emails de clients avec une instruction d'une seule ligne. Gère ça. Il retirait mon nom des modèles, apposait ses initiales sur les présentations et les faisait passer pour des idées originales. Il construisait une tour de mensonges, brique par brique, sans jamais remarquer que les fondations étaient déjà fissurées. Pourtant, je n'étais pas imprudente. J'ai soigneusement bâti mon assurance. Les vrais modèles se trouvaient dans mes dossiers sécurisés, avec des historiques de version intacts. Chaque faux fichier portait mes empreintes numériques, date de création, initiales intégrées, métadonnées impossibles à effacer sans laisser de traces. Chaque fois que Louis accédait à mes faux dossiers, un petit script que j'avais mis en place enregistrait l'événement. Date, heure, adresse IP. Sans le savoir, il rédigeait ses propres aveux à chaque frappe de clavier. 2 semaines avant la présentation au client, je l'ai entendu se vanter dans la salle de pause devant 2 analystes juniors. Honnêtement, ce projet, c'est du gâteau. J'ai déjà développé de nouveaux modèles qui vont épater les dirigeants de Valmont. Ils n'ont jamais vu une analyse aussi pointue. Les juniors hochaient la tête avec enthousiasme, avides de faire partie de son cercle.
J'ai versé mon café en silence, invisible comme d'habitude, mais à l'intérieur, j'étais de glace. Laissez-le se vanter. Plus le vantard est bruyant, plus la chute est dure. La vérité, c'est que les dirigeants de Valmont n'étaient pas des idiots. Marguerite Harel, leur directrice financière, était réputée pour démolir les consultants mal préparés. Je l'avais vue en action une fois, calme, polie, mais d'une précision chirurgicale. Elle avait repéré une erreur dans la projection d'un concurrent en moins de 2 minutes et avait passé le reste de la réunion à déconstruire leurs hypothèses jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Et c'était là toute la beauté de mon piège. Il ne faudrait qu'une seule question pointue, un seul moment d'examen, et le chef-d'œuvre de Louis s'effondrerait en un tas de non-sens. Il annoncerait une croissance de 40% en plein hiver, recommanderait de stocker des vêtements d'été en décembre, soutiendrait que les retraités étaient la cible principale d'une marque construite sur les tendances de la génération Z. Des affirmations impossibles, des erreurs fatales. Mais je n'étais pas naïve. Je savais que Louis n'était pas juste une jeune recrue arrogante, c'était le fils du PDG. Même s'il échouait, il y aurait un instinct de protection à son égard. C'est pourquoi mes preuves devaient être blindées, pas des chuchotements, pas des soupçons, mais des faits. Horodatage, journaux d'accès, capture d'écran. Une chaîne de preuves si irréfutable que même les liens familiaux ne pourraient la nier. Un soir tard, alors que j'organisais ma documentation, Marc, le PDG et père de Louis, est passé devant mon bureau. Il s'est arrêté à la porte, surpris de me voir encore là. « Vous travaillez encore tard, Élise ?» J'ai forcé un sourire poli. « Je m'assure juste que les données de Valmont sont propres. » Il a hoché la tête, approbateur. « C'est pour ça que je vous fais confiance pour les détails. Tout le monde n'a pas votre discipline. » Puis il s'est éloigné, sans jamais deviner que le destin de son propre fils était scellé dans les fichiers mêmes qui brillaient sur mon écran. Le vendredi précédant la présentation, je suis arrivé plus tôt que d'habitude. Le bureau était calme, j'aimais ça. Le silence m'apportait de la clarté. Je me suis servi un café et j'ai ouvert le dossier sécurisé sur mon ordinateur. La véritable analyse brillait à l'écran. Des modèles propres, des prévisions logiques, des projections ancrées dans la réalité. Une croissance de 8% au troisième trimestre, 5% au quatrième. Des défis gérables, de réelles opportunités. Puis d'un clic, j'ai ouvert l'autre dossier, celui qui était empoisonné. Des graphiques avec des formules inversées, des projections dans la mauvaise devise, un ciblage démographique tiré d'années obsolètes. Magnifique pour un œil non averti, catastrophique pour quiconque comprenait réellement les affaires de Valmont. Mon petit script l'a confirmé une fois de plus. 27 connexions distinctes de Louis, chaque téléchargement soigneusement enregistré. Il avait même renommé les fichiers, enlevant mes initiales pour y apposer les siennes. L'arrogance était à couper le souffle. Ce matin-là, les RH ont envoyé un email interne. Rappel, présentation Valmont lundi à 9h précise. Tenue de ville exigée. Tous les membres des équipes de soutien doivent se tenir prêts. Équipe de soutien. C'est ce que j'avais été pendant 7 ans. Mais lundi serait différent. Lundi, je ne serais pas seulement en soutien. Vers le milieu de l'après-midi, Louis a débarqué dans mon bureau. Il s'est appuyé contre le chambranle, souriant comme un politicien. « Grand jour lundi. Tu seras là, n'est-ce pas ?» Au cas où il poserait des questions techniques. Son ton n'était pas une demande, c'était un ordre. « Je ne manquerai ça pour rien au monde », ai-je répondu d'un ton neutre. « Bien. » Il a redressé sa cravate et a affiché ce sourire étudié. Non pas que j'aurais besoin d'aide, le travail parle de lui-même. J'ai failli rire. Oui, en effet. Le dimanche soir, mon téléphone a vibré. Un email inattendu de Marc, notre PDG. « Élise, veuillez apporter la documentation de support à la réunion de demain. Louis a mentionné que vous conserviez les sauvegardes techniques. » Je suis resté à regarder le message pendant un long moment. Bien sûr, Louis construisait déjà sa porte de sortie. Si les choses tournaient mal, il essaierait de rejeter la faute sur moi. Il pensait être malin en préparant un bouc émissaire. Mais les boucs émissaires ne transportent généralement pas de porte-documents remplis de preuves.
J'ai tapé ma réponse. Bien sûr, j'apporterai tout. Cette nuit-là, j'ai préparé mon tailleur anthracite, ciré mes chaussures et posé mon porte-documents près de la porte. À l'intérieur, 2 histoires attendaient. Une fausse, une vraie. Demain à 9 heures, une seule survivrait. Lundi matin, le hall d'entrée bourdonnait. Des consultants en costume impeccable se regroupaient, répétant leurs arguments. Louis est arrivé comme s'il était propriétaire de l'immeuble. Costume cher, coiffure parfaite, ce sourire facile. Les gens se sont pressés autour de lui. Je suis passé sans être remarqué, mon porte-documents sous le bras. C'était très bien. L'invisibilité avait toujours été ma force. La salle de réunion de Valmont était tout ce que j'avais imaginé. Des baies vitrées du sol au plafond avec une vue imprenable sur les toits de Paris. Une table immense. Des écrans plus grands que le mur de mon salon. Un par un, les dirigeants sont entrés. Marguerite Harel, la DAF, avec son regard perçant. Jacques Daumier, le PDG, calme et posé. Marc et 2 autres associés se sont assis le long du mur. Louis s'est installé à l'avant, parcourant ses diapositives, confiant, radieux. J'ai choisi ma place délibérément, premier rang, juste en face de Marguerite Harel. J'ai posé mon porte-documents sur la table, fermé mais à portée de main. Alors que Louis commençait sa présentation, un calme étrange s'est emparé de moi. Les pièces étaient en place, le piège était prêt. Tout ce que j'avais à faire maintenant, c'était d'attendre. Louis a commencé avec une assurance si lisse qu'elle en devenait presque criarde. Puis il est passé à la première diapositive critique, les projections de revenus. Une ligne nette grimpait en flèche au 4e trimestre, comme une fusée. Plus de 40% de croissance en décembre dans le nord-est. En face de moi, Marguerite Harel a levé les yeux de l'écran vers Louis, puis de nouveau vers l'écran. Pouvez-vous détailler les hypothèses derrière cette accélération au T4 ? Son ton était neutre, précis. Louis n'a pas sourcillé. Nous avons identifié des segments hivernaux sous-exploités. Avec des promotions ciblées, nous pensons que Valmont peut débloquer une demande saisonnière exceptionnelle. Optimiser comment ? A demandé Marguerite. Sans agressivité, juste la lame du couteau posée à plat sur la table. Jacques Daumier, le PDG de Valmont, s'est penché en avant. Monsieur Fournier, nous avons 32 hivers de données. Nous n'avons jamais fait mieux au T4 qu'au T3, pas une seule fois. Louis a cliqué à nouveau, passant à la segmentation. Un graphique net montrait un groupe intitulé « Croissance primaire, 55 à 70 ans ». Les retraités comme moteur d'une marque construite pour la génération Z. Le sourcil de Marguerite s'est levé. Vous suggérez que notre croissance est tirée par les retraités ? Une opportunité émergente, a dit Louis. Une cohorte négligée avec une forte valeur à vie. Marguerite a jeté un œil à sa tablette. Nos revenus proviennent à 76% des 25 à 34 ans. Ce n'est pas une croyance, ce sont nos données internes des 3 dernières années. Un silence glacial s'est installé. Il est passé à l'optimisation des stocks. Un calendrier coloré est apparu. Légende, virage hivernal, manteau/tenue de vacances. Il a fallu 2 secondes pour que la température de la pièce chute. Jacques Daumier a croisé les mains. Vous nous conseillez de réduire les manteaux en décembre pour développer les tenues de vacances ? Oui, a dit Louis, une synergie sous-exploitée. Marguerite n'a pas levé les yeux. Votre feuille de calcul de revenus du T4 fait référence à un taux de change dollar américain/dollar australien de 0,74. Nous sommes un distributeur français. Pourquoi convertissez-vous des dollars australiens ? Louis a cligné des yeux. Nous avons standardisé la devise pour maintenir. Pour maintenir quoi ? A demandé Jacques, doux comme la neige. Nous vendons des manteaux à Lille, pas à Sydney. La main de Louis s'est crispée sur la télécommande. Il est passé à l'attrition. Ma formule inversée brillait en bleu. Rétention premium à 18%. Un chiffre dévastateur pour le secteur. Marguerite n'a même pas posé de questions. Nos dernières données montrent une rétention de 82% pour les clients premium. Ici, il est écrit 18%. Vous êtes à côté de la plaque d'un facteur 4,5. C'est une nouvelle définition de cohorte, a tenté Louis. Elle est inversée, a répondu Marguerite. Votre dénominateur est faux. Ses yeux se sont levés, imperturbables.
Qui a construit ça? Un travail d'équipe, a dit Louis, suave. J'ai dirigé la méthodologie. Mon porte-document semblait soudainement lourd. Je n'ai pas bougé. Je n'en avais pas besoin. La salle faisait le travail. Monsieur Fournier, a dit Jacques, d'une voix si douce que tout le monde s'est penché pour entendre. Comprenez-vous notre métier? Silence. Le père de Louis, Marc, s'est agité sur sa chaise, le visage impénétrable. Jacques a tourné son regard vers moi. Élise, y a-t-il quelque chose que vous voudriez ajouter? Toutes les têtes se sont tournées. Le vieux réflexe de me faire toute petite a surgi, puis s'est éteint. J'ai posé mon porte-document sur la table, me suis levé et j'ai tendu un câble HDMI. Vous permettez? Ai-je demandé. Jacques a hoché la tête. Louis s'est écarté, raide comme un mannequin. J'ai connecté mon ordinateur. L'écran a changé. Fini les pics impossibles. À leur place, une modeste croissance de 8% au T3, se réduisant à 5% au T4, avec des intervalles de confiance et des notes qui correspondaient à la réalité de Valmont. Cette projection tient compte de 32 hivers d'historique, ai-je dit. Ma voix m'a surprise. Elle était calme. Tout modèle montrant un T4 dépassant un T3 est mal spécifié ou mélange les zones géographiques. Marguerite hochait déjà la tête. Cela correspond à notre vision. J'ai cliqué sur la segmentation. Le revenu principal provient des 25 à 34 ans. L'analyse précédente utilisait une logique de segmentation de 2014. Valmont s'est repositionné en 2019. Je suis passé à la rétention. La rétention premium est de 82%. Le premier fichier inversait le calcul. Voici la feuille corrigée avec la piste d'audit. Marguerite a posé son stylo. Merci. Je me suis arrêté. Je n'avais pas mentionné Louis. Je n'en avais pas eu besoin. Les chiffres étaient leurs propres témoins. Jacques a tapé une fois du doigt sur la table. Une question, m'a-t-il dit. Comment en est-on arrivé à voir ça? Il a désigné du menton l'image figée de la diapositive de Louis. Au lieu de ça, j'ai ouvert mon porte-document, des pages bien ordonnées. Historique de version, horodatage, journaux d'accès. Ce sont les ébauches que je conserve pour les tests de résistance interne, ai-je dit, avec la mention « ne pas diffuser ». Elles ont été consultées, renommées et présentées comme finales. Vous verrez le changement de métadonnées sur la présentation qui a été distribuée. Louis a parlé vite, trop vite. Élise m'a fourni les mauvais chiffres. J'ai demandé le fichier final et elle. Le journal d'accès montre 43 téléchargements depuis mon répertoire de travail en 4 semaines, ai-je dit, en gardant ma voix égale. Chacun a eu lieu après que j'ai signalé les versions finales dans notre dossier sécurisé. Je ne l'ai pas regardé, j'ai regardé Jacques. Le client mérite un travail précis. Ceci, j'ai tapoté mon écran, est précis. Silence à nouveau, le genre décisif. Jacques s'est levé. Nous allons prendre 10 minutes, a-t-il dit. Élise, s'il vous plaît, restez. Tous les autres, laissez-nous la pièce. Les chaises ont glissé. Louis n'a pas bougé au début. Puis il l'a fait, la mâchoire serrée, les yeux partout sauf sur moi. Marc l'a suivi, un peu trop lentement. La porte s'est refermée. Marguerite a expiré. Élise, dit-elle doucement, pouvez-vous livrer l'analyse que vous venez de nous montrer dans les délais impartis? Oui, ai-je dit, avec l'autorité de choisir l'équipe, un accès direct à vos données et des protocoles de validation clairs. Jacques a hoché la tête une fois. Bien. À l'extérieur, à travers la vitre, je pouvais voir Louis au téléphone, faisant les 100 pas, une main sur la tempe. Pendant des années, j'avais été invisible dans des salles comme celle-ci. Maintenant, la salle me regardait. Les 10 minutes n'étaient pas encore passées, mais la marée avait tourné. Les 10 minutes se sont étirées. La porte s'est ouverte. Jacques et Marguerite sont revenus les premiers. Marc est entré derrière eux. Louis a suivi en dernier. Jacques a repris sa place. Nous poursuivons notre collaboration à une condition. Élise dirige le projet, avec effet immédiat, il s'est tourné vers moi. Autorité pour choisir l'équipe, accès direct à nos données et un point hebdomadaire avec moi et Marguerite. Acceptez-vous? Oui, ai-je dit. J'aurai besoin d'une passation claire aujourd'hui et d'une session de travail avec vos responsables financiers et opérationnels d'ici mercredi. C'est fait, a dit Marguerite. Louis s'est éclairci la gorge. Avec tout mon respect,
Ce changement va perturber le client. La méthodologie originale, Jacques n'a pas haussé la voix. Monsieur Fournier, vous ne parlerez plus en notre nom à l'avenir. Il s'est tourné vers Marc. Je suppose que votre cabinet gérera son processus interne. Le hochement de tête de Marc fut bref, maîtrisé. Nous le ferons. Le reste de la réunion fut purement pragmatique. Date, livrable, accès aux données. Pas de jargon, pas de théâtre, juste du travail. Quand nous nous sommes séparés, Marguerite s'est attardée. « Je ne récompense pas le mélodrame, dit-elle doucement. Je récompense la clarté. Apportez-moi des chiffres propres et des gens qui peuvent les expliquer. » « Vous les aurez, ai-je dit. Dans le couloir, Marc m'a arrêté. « Avez-vous planifié cela ?» a-t-il demandé. « J'ai prévu de protéger le client et mon travail, ai-je répondu. Les fichiers que Louis a utilisés portaient la mention « préliminaire ». J'ai tout documenté parce que j'ai appris que c'est la seule façon d'être entendu. Il m'a étudié un instant, puis a soupiré. Nous aurons besoin d'une déclaration formelle pour notre enquête interne. Vous l'aurez d'ici la fin de la journée. De retour au bureau, les RH m'ont convoqué. J'en suis resté au fait. Date, dossier, historique de version. Pas d'adjectif, pas de spéculation sur les intentions. Quand ils m'ont demandé si je voulais porter plainte, j'ai dit ceci. Ma seule demande concerne les procédures. Une responsabilité claire, des pistes d'audit et des conséquences lorsque celles-ci sont ignorées. Un email a annoncé plus tard que Louis était en congé. Les bureaux sont doués pour les euphémismes. J'ai assemblé mon équipe avant la fin de la journée. Sarah de l'analytique parce qu'elle posait les bonnes questions, Daniel des opérations parce qu'il connaissait les systèmes mieux que quiconque, et Priya, une junior qui corrigeait discrètement le code des autres depuis 1 an. Lors de notre premier point d'équipe, j'ai posé les règles. Tout est sous contrôle de version. Chaque hypothèse est documentée. Personne ne présente seul. Les semaines suivantes furent un tourbillon de travail propre. Nous n'avons pas promis de miracle, nous avons apporté des améliorations. À la fin du trimestre, les chiffres sont tombés. Valmont a enregistré une croissance de 6,8% au T3, 4,9% au T4, dans la fourchette que nous avions prévue. Les coûts de stockage ont chuté de 1,6 million d'euros en 2 mois. Marguerite a envoyé une note de 3 phrases à notre cabinet. Merci pour la transparence, merci pour la rigueur, continuez. Je l'ai imprimée et glissée dans mon porte-documents. L'affaire interne s'est résolue plus discrètement. Louis a démissionné pour poursuivre de nouvelles opportunités. L'annonce faisait 3 lignes. Des semaines plus tard, il m'a envoyé un email qui commençait par de l'autodéfense et se terminait par des excuses. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai archivé. Marc m'a convoqué dans son bureau un mardi pluvieux. Vous dirigez le projet Valmont de façon permanente et je veux que vous mettiez en place un programme d'intégrité des données sur tous les comptes. Promotion, budget, effectifs. Présentez un plan la semaine prochaine. Je le ferai si les règles sont explicites, ai-je dit. Responsabilité, validation et de vraies conséquences si elles sont ignorées. Sinon, nous ne faisons que changer les titres. Il a souri, un sourire fatigué mais sincère. Écrivez les règles, Élise. Je suis retourné à mon bureau et j'ai pensé à la façon dont les combats silencieux changent les entreprises. Pas par des discours, pas par des règlements de compte, par des procédures, des preuves. Je n'ai pas cherché à ruiner quelqu'un, j'ai cherché à protéger un client et à récupérer mon nom. Le piège n'existait que parce que quelqu'un n'arrêtait pas de se servir de ce qui ne lui appartenait pas. S'il y a un message à retenir, ce n'est pas « soyez impitoyable », c'est plus simple. Documentez tout, protégez votre travail et laissez la vérité faire le reste. Je reste encore tard parfois. Le bureau bourdonne comme il le faisait à l'aube de ce vendredi où j'ai vérifié les 2 dossiers et choisi quelle histoire survivrait au lundi. Seulement maintenant, quand je pars, je m'arrête devant un bureau différent, le mien. Avec une porte, une fenêtre et l'organigramme de mon équipe scotché au mur. Avant d'éteindre pour la nuit, j'écris une ligne en haut du prochain brief. Des hypothèses que nous pouvons défendre. Ce n'est pas spectaculaire, mais ça tient.